pense que tous les jours, on vit ça. Il y a une pression de simplification, alors qui, par certains aspects, on comprend, mais qui est d'une violence quelque part, hein, qui sidère dans notre façon de voir les choses. Et je repartage complètement ce que vous avez dit. Donc du coup, j'y réfléchis un petit peu. Alors ce sujet, bien sûr, est immense. Avec des aspects, bien sûr, épistémologiques, Nicolas l'a dit. Alors, bien sûr, je ne suis pas épistémologue, mais je pense qu'il faut que les psychiatres arrêtent de dire « je ne suis pas ça, je ne suis pas ça, je ne suis pas ça », puisque c'est une réalité, mais qu'on est bien obligé de s'intéresser aux autres sources de savoir pour comprendre ce qu'on vit tous les jours. Et donc, lisons ce que disent les autres et assumons que nous n'y comprenons pas grand-chose, mais c'est mieux que de ne rien faire du tout. Donc, de l'épistémologie, de la politique et de l'économie, et même de la psychologie, et je pense que c'est largement sous-estimé. C'est quand même évident, il y a des gens qui n'aiment pas les choses simples. Si c'est simple, c'est débile. Et je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire dans le soin. Hein. Un soin simple, bon, bah, tout le monde peut le faire, quoi. Et puis... même si les patients guérissent, tant mieux pour eux, quoi. Mais bon, voilà. Et puis, il y a des gens pour qui ce qui est compliqué, c'est fumeux. Voilà. Et donc, vous voyez aussi à qui je fais allusion. Donc, ça n'existe pas, ça n'est pas prouvé, etc., etc. Et les deux phénotypes se méprisent profondément. Et voilà. Et ça va avoir, naturellement, à mon avis, ça explique énormément de choses dans la suprématie du simplisme aujourd'hui. Alors, faisons un détour quand même par l'épistémologie, parce que on ne peut pas passer à côté, parce qu'effectivement, dans l'histoire des idées, nous arrivons aujourd'hui avec des savoirs, et ces savoirs, ils ne sont pas nés comme ça tout d'un coup, ils se sont construits au cours des siècles. Et alors, c'est très intéressant, parce que je vais revenir sur la conférence de Pablo Jensen. Alors, à côté, en citant un peu les mêmes personnes, c'est quand même, il semblerait que dans l'histoire des idées, la simplification des connaissances soit arrivée pour le meilleur et pour le pire au XVIIe siècle, avec ce qu'on appelle le tournant des idées, le tournant de la nature, et Bruno Latour, Isabelle Stenger, etc. Tout le courant d'écophilosophie aujourd'hui utilise ce concept développé par un logicien britannique, Whitehead. Donc le XVIIe siècle, hein, ces trois noms énormes, Galilée, Descartes et Newton. Et donc Whitehead dit, avant l'homme était dans le monde et avec lui, voilà. Et du jour au lendemain, en fait, non, l'homme observe la nature. La nature, elle est là, et d'ailleurs, quand je vous parle, il y a une onde sonore qui part de ma bouche, qui rentre dans votre oreille, qui va dans votre cortex et qui fait des mots, et vous me comprenez. Mais moi, je suis en dehors de vous, et en fait, ce que je vous dis, c'est une onde sonore qui fait quelque chose chez vous. Alors que, il cite l'image du rossignol qui chante, un rossignol qui chante, ça n'est pas une onde sonore qui vient dans mon cerveau, c'est un oiseau qui chante dans la nature, et je suis aussi dans la nature, et tout ça, c'est la vie. Hein. Et c'est pour ça qu'il dit qu'à partir du tournant de la nature, la vie est morte, quoi. Il n'y a plus de vie, on observe quelque chose. Alors, bon, ok. Alors, quand même, regardons dans le détail, parce que là-dedans, pourquoi il y a de la simplification? Eh bien, parce que notre Descartes national, quand même, avec son discours de la méthode, quand même, eh bien, il dit il faut partir d'idées claires et distinctes. Donc, il faut simplifier. Une fois, en ne parlant que d'idées claires et distinctes, quand c'est pas ça, il faut reformuler. Et puis, si la question est trop compliquée, il faut la simplifier d'abord. Donc, on réduit, et on revient sur la question de la réduction, et c'est marqué noir sur blanc. Et donc, eh ben, alors, on dirait, ah, c'est une catastrophe. Ben ouais, mais ça a marché. Ça a marché. C'est que à partir de ça, eh bien, on a organisé un savoir en réduisant, en travaillant sur des idées claires et distinctes, et ça a conduit alors, à la physique qui est quand même emblématique de ce côté-là, où tout l'univers est composé, si j'ai bien compris, de matière, de force et de loi. Et avec tout ça, on explique tout. En tout cas,
On a l'impression de tout expliquer. Et c'est Auguste Comte, de notre philosophe national, qui dit ça. Et, pourquoi ça a eu du succès? Parce que ça a une puissance considérable, tant une puissance pratique, c'est-à-dire grâce à ça, on a pris un TGV, j'enregistre mon truc et j'ai une montre qui me dit que j'ai parlé déjà pendant 5 minutes, etc., etc. Voilà, ça marche, quoi. La physique décrite comme ça marche. Et puis ça a une puissance conceptuelle énorme, c'est-à-dire avec très peu de choses, on se représente tout, mais même tout. C'est-à-dire que la matière, c'est des atomes, on l'a vu tout à l'heure, mais les cellules, c'est des molécules, les molécules, c'est des atomes, et nous, on est des organes avec des cellules, et on a un cerveau, et on pense avec le cerveau, et donc on explique tout. Voilà. On a tout simplifié, et on a l'impression de tout expliquer. Alors, la médecine, bien sûr, s'est approprié ça, et c'est encore un de nos savants nationaux, Claude Bernard, qui dit exactement ça. Il dit, c'est la même forme de pensée. Dans l'introduction à la médecine expérimentale, eh bien, il faut comprendre la cause qui a fait que le malade a succombé et que l'autre malade n'a pas succombé. Et c'est en traitant sur la cause que l'on guérira les patients dans le devenir. Donc il y a vraiment une pensée de réduction, le corps est composé d'organes et par moment il y a une cause qui fait que l'organe dysfonctionne et en réglant ce problème, alors je vais sauver le patient. Et bien sûr, avec les maladies bactériennes qui tuaient un nombre colossal de personnes à l'époque, ça marche. C'est-à-dire la tuberculose, la syphilis, qui étaient des drames absolus, on trouve que c'est des microbes, on trouve des antibiotiques, ça tue les microbes, ça sauve les patients. Alors en psychiatrie, juste après, il y a Créplin qui emboîte le pas d'une psychiatrie qu'on va appeler biologique. La pédopsie résiste, et puis en 2005, donc Michael Rutter, un pédopsychiatre anglais très, très fameux, qui a souffert toute sa vie de l'hégémonie psychanalytique, et qui, au moment où il ramasse la mise, il dit « maintenant, vous allez voir, en fait, l'autisme, les dys, l'hyperactivité, ce sont des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire c'est de la biologie. » Et vous voyez, c'est le point culminant d'un cheminement très long de simplification, alors on va dire biologique pour la médecine, de la pensée. Et aussi, en tout cas pour la médecine, pour le meilleur, en partie. Donc ce que je dis, ce n'est pas une critique unilatérale, c'est quand même... J'ai été ravi d'être vacciné par des vaccins ARN contre le Covid, et ça vient de la simplification biologique. Alors, oui, mais avec le psychisme, alors ça revient à la conférence de tout à l'heure, est-ce que c'est aussi simple que ça? Et là, il y a un vrai débat, c'est que, est-ce qu'avec le psychisme, on peut se satisfaire d'idées claires et distinctes? Alors, je vois par exemple, nous nous occupons de familles. Dans des familles, il y a des couples, il y a des enfants, il y a de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est une chose claire et distincte? Voilà, l'amour c'est compliqué. L'amour c'est compliqué, ça peut faire du bien, ça peut faire du mal. C'est-à-dire, ça peut faire une chose et son contraire. Et ça, c'est horrible pour une pensée de simplification. C'est horrible. Mais... Et donc, a été développé un autre système de simplification, mais qui ne repose pas sur des idées claires et distinctes. Je dirais plutôt que ça repose sur des idées assez claires, mais pas distinctes, qui est la psychanalyse. Puisque ce n'est pas distinct, puisque, par principe, dans la psychanalyse, un individu peut vouloir une chose et son contraire. Et donc, on a, quelque part, et donc quand on dit que la psychanalyse, c'est la complexité, c'est tout, non, c'est pas vrai, c'est pas tout. Enfin, c'est juste évident. La psychanalyse, d'ailleurs, les sciences cognitives évaluent des façons de penser le sujet pensant que la psychanalyse ne fait pas. On le voit, c'est manifeste, et c'est très complémentaire, c'est juste une évidence. Sauf que, effectivement, d'une certaine façon, la psychanalyse aborde un élément de complexité du fait qu'elle lève une hypothèse, comme on dit en physique ou en mathématiques, elle lève une hypothèse, elle affaiblit son discours, elle autorise des concepts qui ne sont pas distincts.
qui sont claires et pas distinctes. Donc on pourrait dire que c'est une simplification faible, la psychanalyse. Faible, pas au sens que c'est pas fort. Hein. Faible, ça veut dire on enlève une hypothèse. Comme la logique intuitionniste, on enlève un axiome et on reconstruit tout. Donc c'est une autre façon de simplifier. Alors, il y en a d'autres en médecine. Il y en a d'autres en médecine, et pourquoi? Eh bien parce qu'on s'est rendu compte au milieu du XXe siècle que la simplification biologique permettait de penser le sujet et de trouver des thérapeutiques, mais qu'en fait, il y avait plein de situations dans lesquelles ça ne servait à rien. Par exemple, quand quelqu'un a un cancer du poumon, on sait en général que c'est lié au tabac qui a abîmé le poumon, etc., et qui a fait des lésions cancéreuses avec des mutations d'ADN. Enfin, on sait tout ça, mais une fois qu'on le sait, ça ne sert à rien pour traiter le patient. Et donc, là, il y a des médecins qui ont dit « oublions tout ça et faisons de la science clinique ». Et donc, on va simplifier, mais on va simplifier la clinique. Et donc, on va utiliser des mesures sur des sujets. Et on se fiche que ces mesures soient issues de la biologie, etc., etc. Ce sont des mesures que nous, médecins, nous utilisons historiquement. Et bien sûr, en psychiatrie, on a fait ça. Il y a de la psychométrie, on peut mesurer l'humeur, l'impulsivité, etc. Et ce sont des concepts historiques, la douleur morale, l'anxiété, déjà, c'est dans les textes d'Hippocrate. Et donc, on a construit des instruments qui mesurent notre clinique. Alors, on a réduit. On a fabriqué des dimensions, donc on a réduit, et puis on a essayé de trouver des lois entre ces mesures, et on a trouvé des facteurs pronostiques, des facteurs de risque, des facteurs de protection, et on a évalué les traitements. Et donc c'est une autre forme de simplification, mais qui, celle-là, ne s'inscrit pas dans un champ théorique complètement affiché. C'est plutôt une condensation d'un savoir clinique historique. Donc on a trois modalités de simplification. Et alors, il y a une tâche aveugle qui, moi, me sidère toujours, c'est qu'il y a une pensée de la clinique qui est la vraie pensée de la complexité, qui assume absolument qu'il n'y a pas de simplicité, c'est la phénoménologie, et on n'en parle jamais. C'est absolument étonnant, alors que nous sommes tous des phénoménologues sans le savoir, quoi. Dès que on va chercher la famille dans la salle d'attente, qu'on l'accompagne, qu'on les regarde marcher, on les regarde se parler les uns et les autres, dit bonjour au médecin, etc. Enfin, tout ça, il s'assoit et comment il qui ferme la porte ou qui ne la ferme pas, est-ce que c'est à nous de fermer la porte, enfin tout ça, on ne se rend même pas compte qu'on le fait, mais on sait déjà plein de choses sur les interactions, etc. Voilà. Et tout ça, c'est extraordinairement complexe et on ne sait même pas que l'on a des informations. On ne sait même pas. Et la phénoménologie est une branche, alors, de la philosophie, oui, mais quand même, il y a une pensée psychiatrique, phénoménologique, qui travaille là-dessus, et je trouve ça... Alors, c'est quand même un symptôme que la branche du savoir clinique qui s'intéresse le plus à la complexité soit aussi peu présente dans le champ du savoir. Alors ça, c'était le point épistémologique. Très rapidement, politique. Eh bien, en fait, ce qui s'est passé au XIXe siècle, c'est que cette pensée de la simplification, de la réduction, ce tournant de la nature, a imprégné le monde de l'industrie, avec ce qu'on a appelé l'organisation scientifique du travail, et ça, c'est la définition du taylorisme. Et donc, il y a eu, de la même façon, vous savez, ça s'est passé comme ça, hein, Taylor regardait un ouvrier travailler et il a regardé beaucoup d'ouvriers pendant longtemps et il a simplifié. Il a dit, ben non, ce geste-là, en fait, il perd du temps et donc, eh bien, on va formater, on va procéduraliser le travail et comme ça, on va gagner du temps. Alors, dès qu'on dit ça, on dit c'est horrible. Ben oui, mais c'est pas que horrible parce qu'il montre au tout début qu'en fait, des ouvriers avaient des gestes qui leur procuraient des troubles. Et en fait, c'était intéressant pour Taylor que les ouvriers n'aient pas les troubles, parce que du coup, ils travaillaient moins. Et donc, non seulement ils travaillaient plus et gagnaient plus d'argent, mais en plus, les ouvriers avaient moins de problèmes, et donc ils travaillaient encore plus, donc ils travaillaient encore plus, ils gagnaient encore plus d'argent. Donc ça a eu un succès absolument colossal, et vous savez que
le monde industriel aujourd'hui est structuré autour de ça. Mais dans des proportions qui sont complètement inimaginables. C'est extraordinaire. Et alors, dans les années 70-80, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle le New Public Management. Vous avez entendu parler de ça. Hein. C'est-à-dire que l'administration, pour le dire vite, s'est approprié la pensée tayloriste. Et en particulier l'administration des hôpitaux. Alors, on va dire c'est mal, etc. Peut-être que c'est pas que mal, c'est-à-dire peut-être que de regarder qui fait quoi dans un service, quel est le boulot d'une assistante sociale, d'une orthophoniste, etc., etc. Comment définir, comment, après tout, ça serait peut-être une bonne idée aussi de faire ça et de voir comment on peut optimiser tout ça, combien il faut de médecins par paramédical, combien il faut de lits, des équipes mobiles, enfin pourquoi pas, hein, ça peut-être qu'on peut comme ça apporter des soins plus efficaces et qui coûtent moins cher. C'est pas impossible. D'ailleurs, je pense que c'est en partie vrai. Alors bien sûr, il y a eu des effets collatéraux. Les effets collatéraux, c'est les mêmes que pour le taylorisme. C'est-à-dire qu'avant, l'ouvrier était un artisan qui construisait son objet et qui se réalisait dans son travail, etc. Vous le savez, hein, et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, pour nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le soignant est devenu un prestataire de service avec un carnet de route. Alors, j'en arrive à la fin. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, c'est en fait une convergence d'intérêts entre des gens qui aiment la simplicité. Voilà, c'est leur profil de personnalité. C'est comme ça. Il y a des gens qui aiment les choses carrées, simples, il n'y a pas de problème dans la vie, etc. Et c'est défensif, bien entendu, mais c'est comme ça. Donc, une convergence entre des individus comme ça et puis, eh bien, le New Public Management, c'est-à-dire le fait que faut être efficace, et l'efficacité passe par la rationalisation des prestations, le taylorisme médical, quoi. Voilà. Et si vous avez les deux, eh bien, vous avez une pression, et vous n'avez plus le choix puisque vous êtes dominé par une certaine façon de concevoir les choses. Alors, on peut dire d'un côté, pourquoi pas, et je pense qu'il y a plein de gens, je pense à la personne qui s'occupe à l'interministériel de l'autisme en France, je pense qu'elle, je ne dirai pas son nom par courtoisie, mais je pense qu'il y a vraiment des gens authentiquement qui pensent ça, qui pensent que c'est authentiquement bien, Alors, s'ils pensent ça, peut-être qu'ils ont raison. Mais quand même, on peut aussi regarder que ça pose des problèmes. C'est que si on réduit tout, comme avec le taylorisme, si nous devenons des prestataires de services spécialisés, eh bien, ça pose un problème dans la relation médecin-malade. C'est que dans la relation médecin-malade, il y a ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est essentielle, là aussi il y a des travaux énormes, et que l'alliance thérapeutique ne se conçoit que dans la rencontre du sujet dans sa globalité, et d'une famille c'est encore plus compliqué. On ne peut pas réduire une alliance thérapeutique, fondamentalement, j'en suis persuadé. On ne peut pas réduire une alliance thérapeutique. Alors, donc ça c'est un problème. Alors, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, et j'ai entendu des gens dire ça, qu'il y aurait un clivage dans le soin, avec d'un côté, effectivement, des technomédecins, et de l'autre côté, des gens qui seraient spécialisés dans l'alliance thérapeutique, et qui seraient le plus souvent des non-soignants, avec éventuellement un mésusage de choses extrêmement louables, comme Julien nous a parlé, d'empowerment, etc., de père aidant. C'est eux qui vont faire l'empathie et tout ça, et les soignants vont faire l'aspect technique, etc. J'ai entendu ça authentiquement, je l'ai entendu. Donc il y a quand même un premier problème. Le deuxième problème, qui est spécifique, alors là, à la psychiatrie et à la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, c'est que la simplification biologique qu'il y a eu dans les troubles du neurodéveloppement, qui se conçoit en termes épistémologiques, pourquoi pas, on peut simplifier à l'aide de biologie des troubles. Sauf que, en fait, en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent en particulier,
la simplification biologique devient une simplification ontologique. Et tu le disais tout à l'heure. Réductionnisme ontologique. Absolument. C'est-à-dire, c'est pas que la maladie que vous réduisez, que vous simplifiez, c'est le sujet dans son identité que vous simplifiez. Et là, il y a un problème éthique considérable et que l'on voit tous les jours en pratique. C'est que, et qui est même des fois renversé du côté des patients. Je suis autiste, je suis ça. En fait, c'est ça moi. C'est ça moi. Et ça, alors, peut-être que pour certains, c'est identitaire, c'est porteur de quelque chose. Peut-être que pour d'autres, ça peut réellement poser problème. Alors, du coup, juste un petit mot autour de l'international. Est-ce qu'on est les seuls à penser ça? Comment va le monde? Le monde vit un peu comme nous. C'est-à-dire que cette pensée, les troubles du neurodéveloppement, ça existe partout dans la planète. Et c'est très intéressant de voir comment, à partir du coming out de 2005, en l'espace de 2 ans, tout le monde utilisait le mot TND. C'est vraiment spectaculaire. Tout le monde utilisait sur la planète la notion de trouble du neurodéveloppement. Pourquoi? Parce que le savoir biologique, rationnel, nous dit ça, donc c'est vrai, et ça a à voir un peu avec ce que tu disais, c'est une légitimation d'un savoir qui vient du haut, et le mien est délégitimé, et donc ils ont raison, et puis en plus, la société s'organise comme ça, il y a des plateformes pour les dépister, etc. Et donc, si je veux pas être ringard, il faut que je sois in, quoi. Il faut que je sois avec les TND. Et donc, tout le monde fait ça. Mais le soir, quand on est au resto et que tout le monde a bu un peu de vin, alors tout le monde dit, mais qu'est-ce que c'est ce délire, etc. Mais c'est exactement ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Et pas tout le monde. Non, c'est ça que je... mais une majorité. Alors, la bonne nouvelle, quand même, il faut terminer par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les choses bougent. Donc, tout à l'heure, Julien parlait de la Nouvelle-Zélande, etc. Donc, il y a... et moi, je vois aussi, en Europe du Nord, à partir de la Belgique, des Pays-Bas, des pays scandinaves, etc., on voit vraiment un changement. Enfin, par exemple, il y a des collègues au Danemark qui ont enlevé le mot trouble du neurodéveloppement qui était marqué sur leur clinique. Ils l'ont remplacé par quoi? Alors, ils l'ont remplacé, c'est par neurodiversité ou quelque chose comme ça. C'est parce que... Non, mais attendez. Non. C'est intéressant parce qu'en fait, justement, leur vision, c'est que l'autisme n'est plus une maladie, ça n'est pas un handicap, ça n'est pas un trouble du neurodéveloppement, c'est une identité, c'est Greta Thunberg. Donc je m'occupe des gens qui sont différents, qui sont comme Greta Thunberg. Donc je ne peux surtout pas dire que c'est un trouble du neurodéveloppement. Pour eux, c'est juste éthiquement impossible à dire. Alors ils vont dire neurodiversité parce que, voilà, on va pas tout jeter d'un coup, et puis c'est dans le cerveau, et puis voilà, ils sont juste différents dans le cerveau, et puis voilà. Mais vous voyez, il y a un mouvement, et je pense que ce mouvement est inéluctable, et c'est pour ça que je suis prêt à parier que dans 10 ans, il n'y aura plus de troubles du neurodéveloppement.